J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. De mon point de vue, on tient là le dossier le plus explosif de l'année et qu'on ne vienne pas discuter, c'est une évidence absolue. Aucune contestation ne tient la route. Rien à débattre, c'est limpide comme de l'eau de roche. Soyons clairs, si 2025 devait avoir un trophée du scandale, il reviendrait sans conteste à ce feuilleton sulfureux de la mafia du tabac en Algérie. Ce n'est pas juste un énième dossier judiciaire mêlé à la politique. Non. C'est d'abord une partie d'échec où la politique avance ses pions pendant que la justice, elle détourne le regard, ou pire réécrit les règles pour préserver les vrais maîtres du jeu. Mais au fait, de quoi parle-t-on quand on dit mafia des cigarettes? Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit flashback s'impose. En ce moment même en Algérie, une affaire lourde prend forme. Un individu trouble capturé par les services de renseignement est au cœur de l'intrigue. Et pourtant, certains s'activent en coulisses pour éviter qu'ils ne finissent sous les verrous, qu'ils ne soient ni accusés, ni même sérieusement inquiétés. Revenons quelques années en arrière. Fin 2021, début 2022, Nassar J, encore en poste à la caserne, mène une enquête discrète mais déterminante. Sa cible, la société Last Time, une entreprise algéro-émiratie qui, depuis le début des années 2000, fabrique les célèbres Marlboro localement. Installée solidement depuis 2005, elle prend un poids économique majeur à partir de 2009-2010 et ce que Nassar découvre dans ses investigations va faire l'effet d'une bombe. Impossible d'y voir clair, chez Last Time, les comptes sont un secret mieux gardé qu'un coffre-fort présidentiel. Aucune publication, pas l'ombre d'un bilan officiel, encore moins un chiffre d'affaires déclaré. Et pourtant, ceux qui connaissent bien la maison parlent de revenus faramineux. On murmure qu'ils dépassent régulièrement les 250 millions de dollars, flirtant même avec les 300 lors de certaines années fastes. Tout cela dans un marché algérien du tabac qui pèse plus de 3 milliards de dollars. Un mastodonte à l'échelle du continent, l'un des 3 plus gros d'Afrique. Mais voilà, au cœur d'une brouille diplomatique avec les Émirats, Last Time décide de passer à l'offensive. Elle mandate directement les services secrets algériens, en particulier Nassar, pour fouiller dans les tiroirs de la contrebande, trouver des failles et des irrégularités, peu importe quoi, du moment que ça permet de dégainer l'arme judiciaire. L'idée, monter un dossier bien ficelé pour accuser, attaquer, déstabiliser et au bout du compte, évincer les Émiratis. Car dans les hautes sphères du régime TB, le rêve est limpide, reprendre le contrôle total, nationaliser la STN et dire adieu à ceux du Golfe. Mais il y a un hic et de taille. D'un point de vue économique, c'est un jeu de dominos dangereux. Les Émiratis ne sont pas de simples partenaires, ils détiennent des parts aux côtés du géant Philip Morris, l'empereur du tabac américain. Ensemble, ils ont lancé la ST en Algérie aux côtés du groupe Madar ex-CTA. Et surtout, les Émirats tiennent entre leurs mains la précieuse licence exclusive qui permet de distribuer les cigarettes américaines dans tout le pays. Autant dire qu'on ne les écarte pas d'un claquement de doigts. Impossible de les mettre dehors, les Émiratis. Pourquoi? Parce que leur plus grand atout, c'est leur joker, la fameuse licence de production. Si on les pousse à la sortie, ils partent avec leur autorisation exclusive. Résultat, fini les Marlboro, adieu les LNM. Il ne resterait plus que les cigarettes Made in Algeria, dont la réputation vaut à peine plus qu'un ticket de bus. Et ce n'est pas par hasard, ni les Algériens ni les étrangers n'en veulent vraiment. Elles n'ont ni le goût, ni la marque, ni l'aura. Mais attention, le vrai nerf de la guerre n'est même pas là. Ce business ne tourne pas grâce aux buralistes locaux ou aux fumeurs du coin. Ce qui fait vivre la mafia des clopes, c'est l'économie souterraine. Le trafic lui traverse les frontières. Ce sont des cargaisons entières de cigarettes américaines, Marlboro en tête, qui disparaissent comme par magie vers l'Europe, France, Espagne, Italie, et surtout la France. Les chiffres... On parle en coulisses de plus d'1 milliard de dollars par an. Oui, 1 milliard. Et ce n'est qu'une estimation officieuse soufflée par des agents bien placés, parce que bien sûr, aucune enquête sérieuse ne vient confirmer ces montants. Quand Nassar a mis le nez dans l'affaire, il n'a pas fallu longtemps pour que le puzzle se reconstitue. Rapidement, il a décodé la mécanique bien huilée d'un réseau mafieux parfaitement structuré. Derrière les façades de distributeurs de cigarettes se cachaient en réalité des coquilles vides. Des entreprises fantômes, pas ou peu d'activités, des bilans aussi transparents qu'un mur de béton zéro, chiffre significatif, pas d'impôts, digne de ce nom à peine quelques taxes versées pour faire illusion. Quant aux employés, c'est pour certains même pas un seul nom sur la fiche de paye. Pas de locaux, pas d'entrepôts, juste des adresses postales pour décorer.
Et le plus grave, ce petit manège ne tournait pas tout seul. Il bénéficiait d'un soutien discret mais décisif venu de l'intérieur même de Last Time. Appelle ça comme tu veux, complicité ou corruption assumée. En gros, ces distributeurs recevaient des cargaisons officielles puis en détournaient une partie ni vue ni connue pour alimenter le marché parallèle. Résultat du cash facile zéro impôt et une deuxième vie pour les cartons de clopes et ensuite revente à des réseaux spécialisés dans la contrebande direction l'Europe. Et bien sûr la France en première ligne. Un système bien rodé huilé à l'argent sale. En grattant sous la surface, Nassar est tombé sur une vérité qui dérange. En reliant les pointes, il a découvert que les pseudo-distributeurs n'étaient pas de simples figurants. Certains avaient des liens de sang ou presque avec les hautes sphères du pouvoir, un cousin de la famille présidentielle ici, un interlocuteur au nom des fils Tebboune là, et d'autres encore bien placés qui juraient parler au nom de Tchengriha en personne. Ce n'était plus une enquête, c'était un champ de mine. Une fois son rapport rédigé, Nassar l'a fait remonter jusqu'au sommet direction le cabinet présidentiel via Amir Hamades et Boualem, mais au lieu de félicitations, c'est une alerte rouge qu'il reçoit. Le secrétaire particulier de Tebboune lui balance une phrase qui claque « Là, tu vas trop loin ». Parce qu'au départ, rappelons-le, la mission était simple, trouver des fautes à coller aux Émiratis. Sauf que les conclusions de l'enquête pointaient dans une toute autre direction et mettaient dans le viseur des proches directs du régime ceux qu'on n'est pas censé toucher. Il fallait donc faire vite calmer le jeu, faire taire les rumeurs, étouffer le feu avant qu'il ne devienne incontrôlable. On a donc pris Nassar à part et on lui a glissé sur un ton de confidence « Laisse tomber le scandale, occupe-toi de faire taire les distributeurs, on réglera la question des Émiratis plus tard. » Petit retour en 2023. C'est à ce moment-là qu'un nom est discrètement sorti de l'ombre, celui d'Elisabeth Moore-Aubin, ambassadrice des États-Unis en Algérie. Son mandat touche à sa fin, elle pliera bagage début 2026, mais avant cela, elle n'est pas restée les bras croisés. Elle a mené un lobbying très clair et très direct auprès du président Tebboune. Son message sans ambiguïté, ne touchez pas aux Émiratis. Si vous les virez du business des clopes, vous marchez sur les pieds de nos intérêts à nous, les Américains. Car derrière les Émiratis, il y a un autre géant bien plus colossal encore, Philip Morris. En menaçant leurs partenaires du Golfe, c'est aussi le mastodonte américain du tabac que le régime algérien risquait de provoquer. Résultat, Washington n'a pas attendu. On a tapé du poing sur la table et soufflé à Alger. Ce que vous faites là, c'est un jeu dangereux. Une politique anti-américaine à peine voilée. Et si vous continuez, ne soyez pas surpris si nos relations diplomatiques en prennent un coup. Résultat, panique en haut lieu. On a levé un peu le pied et tenté de bricoler une sortie de crise plus élégante. Et pendant que les diplomates tentaient de calmer le feu avec des mots choisis, Nassar lui voyait une autre opportunité. Il avait compris la complexité du réseau, identifié les têtes tombées, exposées, grillées. Et que fait-on dans ce genre de situation? On recycle. Il a discrètement évincé les noms devenus gênants pour les remplacer par de nouvelles têtes. Du neuf en façade, mais les pratiques, elles restaient les mêmes. Une opération de nettoyage de surface pour donner l'illusion d'une purge. En réalité, Nassar John, loin de s'en débarrasser, s'est tout simplement réapproprié le système. Nassar John, malgré son grade, restait avant tout un pur produit du système algérien. Un homme du sérail enraciné dans la logique du régime. Alors forcément, quand il a vu les proches de Tebboune s'en mettre plein les poches, quand il a constaté que le clan Tchengriha trempait aussi dans l'affaire jusqu'au cou et que tout ce petit monde se servait dans le gâteau du trafic de cigarettes, il s'est dit « Et moi, dans tout ça, pourquoi je resterais à l'écart ?» Et c'est ainsi, avec la bénédiction silencieuse des deux clans, qu'il a décidé de jouer sa propre partition. Une fois sa décision prise, ils ont sorti du chapeau une nouvelle série de distributeurs triés sur le volet des noms validés par les réseaux du pouvoir. Ces profils soigneusement choisis ont été imposés à Lastim, aux dirigeants de Lime. Et ces derniers, ne voulant pas fâcher Alger ni risquer leur position sur le lucratif marché local, ont cédé sans faire d'histoire. Résultat, ces nouveaux partenaires ont reçu des quantités massives de cigarettes dont une partie échappait soigneusement à toute déclaration officielle. Objectif, nourrir le marché noir puis les circuits de contrebande. Bref, on a gardé exactement la même recette, mais avec de nouveaux cuisiniers, rien n'a changé sauf les visages. Les pratiques frauduleuses sont restées intactes. Le but, que chacun ait sa part Hadar, le clan TB, le clan Heaps, tous avaient de leur rondelle du gâteau.
et tous se sont gavés ensemble. Prenons un exemple concret du genre à figurer dans un manuel de corruption avancé. Voici Nar, un rouage clé du système. Et voici son complice, le célèbre sénateur Khalid Boujbour Samir milliardaire, influent roi du gardiennage et de la sécurité privée. Ce dernier fin stratège a une idée en or, il déniche pour Nassar un prête-nom tout droit sorti de nulle part. Un certain Omar, un simple commerçant avec un registre légal à son nom, et c'est tout ce qu'il faut pour monter le coup. L'idée est simple, Omar ne représente ni un clan ni un général, personne ne le connaît, il est parfait pour faire diversion. Samir le présente à Nassar avec un clin d'œil complice. Ce n'est ni toi ni moi, c'est lui qui signera. Et aussitôt, Nassar active ses contacts. Il impose Omar aux dirigeants de Lime, notamment à Zahir Kaf, le grand Manitou algérien de l'Astime. Et comme prévu, un contrat est signé en bonne et due forme. Tout paraît légal sur le papier. Et après, la mécanique se met en route. L'entreprise d'Omar reçoit des cargaisons de cigarettes. Une partie passe par le circuit officiel bien propre, bien déclaré, avec taxes et TVA à la clé, mais l'autre partie disparaît. Direction le marché noir, puis les réseaux de contrebande en passant par les routes classiques via Kaba et compagnie, jusqu'à atterrir, devinez où, en France, évidemment. Grâce à ce pion discret inconnu du grand public, la machine mafieuse tourne à plein régime. Omar n'est qu'un masque, une marionnette maniée à la perfection par Nassar et Samir. Nassar, au départ, il a joué le jeu, il a mené son enquête d'éterrer les dossiers, mise le doigt là où ça fait mal, mais très vite, il a compris une chose essentielle, personne là-haut n'avait réellement envie de nettoyer le système. La transparence, une façade. La rigueur, un mot vide. Les hautes sphères du pouvoir n'avaient qu'une idée en tête, éviter le scandale à tout prix. Et devinez qui a demandé à freiner des deux pieds. Ce n'est ni un fantasme ni une rumeur, ce sont bien les gens du palais, le cabinet présidentiel lui-même, le clan Tebboune en personne qui ont soufflé à Nassar de calmer le jeu, de ne pas aller trop loin, de ne surtout pas secouer l'arbre au risque de faire tomber les mauvaises pommes. Alors Nassar s'est adapté. Si on lui demande de fermer les yeux très bien, il fermera un œil, mais pas gratuitement. Puisque l'ambiance générale était à l'auto-enrichissement, pourquoi rester à l'écart? Lui aussi voulait sa part du gâteau. Il a donc géré le scandale autrement, comme on dit. Omar, son pion, devenait la façade parfaite. Pendant 2 ou 3 ans, il a incarné le business en surface, tandis que Nassar et Boujbour actionnaient les leviers en coulisses. Tout roulait, le réseau fonctionnait à merveille, les profits s'accumulaient, et tout le monde, ou presque, y trouvait de son compte. Mais un jour, la roue a tourné. Nassar, celui qu'on avait laissé jouer aux pompiers du scandale, s'est retrouvé dans le viseur. On a voulu le sacrifier, le faire tomber, le jeter en prison comme un vulgaire pion devenu encombrant. Sauf que Nassar n'était pas du genre à se laisser broyer sans bouger. Il a flairé le piège et avant qu'on ne lui passe les menottes, il a disparu. Spectaculaire, et derrière sa fuite, une menace bien claire. Si vous me coulez, je parle. Je balance tout, dossier par dossier, nom par nom. L'heure a rappelé que c'était eux qui l'avaient mandaté, eux qui l'avaient poussé à étouffer l'affaire, à couvrir les abus des puissants. Et maintenant qu'il les a servis, ils veulent l'éliminer, très mauvaise idée. Alors Nassar est passé à l'offensive, il a levé le ton, sorti les griffes. Il a fait savoir qu'il ne se laisserait pas faire, que s'il devait tomber, il ne tomberait pas seul. Résultat, négociation en coulisses, tractation à huis clos. L'affaire a traîné car il fallait trouver un accord. Le marché simple, on le laisse tranquille, on évite les longues peines, pas de prison à vie. En échange, il se fait discret, il ne balance pas tout. Il ne sortira peut-être pas sous les projecteurs, mais au moins il sortira vivant et intact. Une sortie par la petite porte, mais avec la peau sauve. En attendant de trouver un arrangement avec Nassar, il fallait bien donner l'illusion que la justice avançait. Alors, on a commencé à démanteler, du moins en apparence, les pions de son réseau. Le premier a tombé Omar, bien sûr. L'homme de l'ombre, le prête-nom de service. Dès que les choses ont commencé à chauffer, il a tenté de s'échapper. Mais il a été rattrapé puis placé en détention comme plusieurs autres figurants de la même pièce, commerçants de façade intermédiaire fantômes, tous ceux qui servaient d'écran. Mais attention, ce ménage ne touchait que la surface. Ceux qu'on arrêtait, c'étaient les marionnettes. Les vrais tireurs de ficelles, eux, restaient bien à l'abri. Aucun haut cadre de Last Time n'a été inquiété. Les vrais patrons de la Estine intouchable, intacts, invisibles.
Et c'est justement ce silence assourdissant sur les vrais chefs que nous avons dénoncé dans notre dernière émission. Car pendant qu'Omar tombait, un autre nom connu, Samir, lui aussi passait à la trappe. Et que fait-il exactement comme Nassar avant lui? Il tente de négocier sa survie. Parce que lui aussi sait trop de choses. Et lui aussi peut faire trembler ceux qui l'ont longtemps protégé. Après avoir senti le vent tourner, Samir n'a pas attendu qu'on vienne frapper à sa porte. Il a plié bagage et s'est envolé à l'étranger, loin du chaos. Une fois hors de portée, il a entamé des tractations souterraines avec les services du régime Tebboune. L'objectif, obtenir son retour sécurisé au pays. Et d'après nos sources, il n'est pas revenu les mains vides. Il aurait promis de graisser quelques rouages avec ses propres fonds pour calmer les enquêteurs les plus curieux et amadouer certains hauts gradés chargés du dossier. Le plan était clair, manipuler les procès-verbaux, retravailler les rapports, atténuer les responsabilités. Il ne s'agissait plus de blanchir totalement Samir, mais de l'associer à une faute légère, un rôle marginal. Résultat espéré, éviter la prison ferme, esquiver les barreaux et au pire écoper d'un simple sursis ou d'une surveillance symbolique. L'essentiel, lui, éviter la chute, le sauver, protéger sa peau. Et pour parvenir à cette acrobatie judiciaire, on évoque des enveloppes discrètes, des liasses bien ciblées. Oui, des pots de vin versés à certains responsables de la sécurité pour s'assurer que Samir sorte du piège indemne. Voilà où on en est. Et il faut le dire, clairement, c'est un scandale à ciel ouvert. Mais pourquoi tout ce cirque, au fond? C'est simple, le régime B veut à tout prix étouffer la vérité. Empêcher les Algériens de comprendre qui tire réellement les ficelles de ce gigantesque trafic de cigarettes. Leur objectif, offrir en sacrifice quelques figurants des seconds couteaux des prête-noms des exécutants, tout en maquillant les vrais coupables. Et pour faire diversion, on désigne les Émiratis comme les méchants de service et leurs collaborateurs algériens comme les pantins naïfs. Pendant ce temps, les vrais architectes de la magouille, eux, se font oublier, bien au chaud dans leurs bureaux climatisés. Et dans ce théâtre, le projet de Thèbes est clair comme de l'eau de roche. Son rêve secret, éjecter le Bradzi et les Émiratis du jeu, convaincre Washington de collaborer avec lui pour remettre la main sur STM et confier toute la gestion à Madar, une entité bien algérienne et si possible bien publique. Et tant qu'à faire, récupérer la licence de fabrication des clopes américaines sans devoir passer par le Golfe. Le plan idéal pour Tebboune et son entourage, plus d'Émiratis dans les pattes, plus de parts à partager. Le gâteau du marché du tabac serait à eux seuls. Problème, les Américains ne sont pas dupes. Ils ne lâcheront jamais leurs partenaires émiratis. Jamais ils ne diront « ce n'est pas grave, reprenez la licence, on la file aux Algériens ». Sauf bien sûr si Thèbes accepte de lâcher des concessions XXL. Mais pour l'instant, on en est très loin. Alors voilà le récit qu'on voudrait nous vendre. Tous les mots viendraient des Émiratis. Ce serait Laimzaf Shaf Ammar et toute la bande qui tirerait les ficelles. Mais soyons sérieux. Ces noms-là, ce ne sont que des silhouettes, des marionnettes agitées pour détourner les regards du vrai théâtre. Car les vrais cerveaux, les stratèges tapis dans l'ombre, ce sont les Samir, les Omar, les beaux-frères bien placés, les proches soigneusement dissimulés des grandes familles et surtout les relais discrets du clan Tchengria. C'est là que se trouvent les véritables commanditaires du trafic. Eux, ce sont les maîtres du jeu et pourtant ce sont précisément ceux-là qu'on cherche à blanchir. On les protège comme un secret d'État, quitte à arroser à gauche à droite. Des enveloppes circulent, des accords se passent sous la table. Tout ça pour enterrer l'affaire, effacer les noms gênants et continuer à faire croire encore et encore que toute cette mafia ce serait juste un délire émirati monté avec 2 ou 3 Algériens naïfs comme figurants. Pendant ce temps, on tente de faire passer le régime Tebboune pour un modèle de vertu, un pouvoir propre, immaculé, irréprochable. La vérité. C'est sans doute la plus grande mise en scène politico-médiatique de ces dernières années, et elle se déroule en direct sous nos yeux. En Algérie, dans notre Algérie, triste meurtrie et manipulée,